C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Ville en Action. Au menu cette semaine, le Club des ambassadeurs d'Arvida et les 100 ans d'Hydro-Jonquière. Deux événements où l'on souligne l'apport de citoyens au sein de leur communauté, notamment par le biais de témoignages, comme vous le verrez dans la seconde partie de notre émission, lorsqu'il sera question des 100 ans d'Hydro-Jonquière. Mais allons-y d'abord avec le Comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida, qui a procédé le 7 juin dernier au dévoilement de personnalités qui composent le Club des ambassadeurs. Allons rejoindre tout de suite le conseiller municipal du secteur Arvida, M. Carl Dufour. Au nom de la Ville de Saguenay, il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre de cette première activité officielle du Club des ambassadeurs d'Arvida. Depuis que je suis conseiller à la Ville de Saguenay, donc depuis 2009, j'ai travaillé avec beaucoup de détermination pour voir à la reconnaissance de mon secteur, qu'est celui d'Arvida. Heureusement, je suis bien entouré, car nous sommes nombreux à penser que cet endroit est unique au monde et qu'il mérite pleinement une reconnaissance à l'échelle mondiale. Depuis, nous avançons tranquillement, mais sûrement, en espérant atteindre notre objectif un jour, celui de faire une zone protégée et reconnue par l'UNESCO. Ainsi, nous multiplions les actions. Le Comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida a été formé. Nous avons vu naître une initiative du milieu grâce à messieurs Richard Leduc et Pierre Charbonneau, qui ont formé le Comité des citoyens et qui ont distribué des centaines de cartes à tous ceux et celles qui désiraient témoigner de leur appartenance au milieu. Nous avons également une corporation de développement économique et culturel d'Arvida qui voit à la tenue d'activités dans le centre-ville, dont la fête estivale d'Arvida. Nous sommes également à la fine pointe, avec un site Internet très complet, nous permettant d'apprécier toutes les richesses, à laquelle je vous invite à visiter à l'adresse arvida.saguenay.ca. Bientôt, nous remettrons en valeur l'exposition d'idées et d'aluminium, une utopie, un milieu de vie, un patrimoine, laquelle porte sur l'histoire d'Arvida et sera maintenant accessible de façon permanente à l'aréna du foyer des loisirs. Il ne faut pas oublier de mentionner l'obtention également du prix Prince de Galles et la reconnaissance canadienne comme lieu historique national du Canada, dont la cérémonie aura probablement lieu cet automne. Voilà qu'aujourd'hui, nous lançons le Club des ambassadeurs avec des gens de cœur, des gens qui croient, tout comme nous, qu'Arvida doit être reconnu comme un lieu étant marqué par l'histoire, tant au niveau architectural que sur le plan humain, patrimonial et industriel. Chers ambassadeurs, je tiens à vous remercier personnellement d'avoir accepté d'être parmi ceux qui font la promotion de l'endroit. C'est en réunissant nos forces que nous ferons entendre et plus nous serons nombreux, plus Arvida rayonnera à l'échelle mondiale, nationale et internationale. Il y a une grande fierté à Arvida qui a été mise sur pause un moment donné dans l'histoire. Puis j'ai juste dit tout haut, à un moment donné, ce que probablement plein de gens pensaient tout bas, pour qu'on ranime un peu cette fierté-là et cette fraternité-là. Et vous savez que Arvida, c'est aussi une grande histoire d'amour, comme Lucica aujourd'hui l'a mentionné lors d'une visite aux ambassadeurs présents. Pour ceux qui n'y étaient pas, vous aurez sûrement la chance d'entendre Lucica quelque part ou de lire ses écrits. Vous savez, c'est toute une histoire d'équipe de se rendre à ce projet-là. C'est un rêve un peu. C'est comme l'utopie d'Arvida. Et puis, chacun à son niveau est déjà un ambassadeur d'Arvida. Vous savez, les jeunes qui sont dans nos quartiers, les parents, les grands-parents, à leur niveau, à leur mesure, peuvent mettre l'épaule à la roue pour ce projet. Parce qu'on a atteint ensemble une cible ultime qui est la reconnaissance de l'UNESCO. Alors, c'est en protégeant nos territoires, c'est en les améliorant, c'est en parlant qu'on va l'atteindre. Les commerçants ont un rôle important à jouer parce qu'ils nous affichent nos dépliants, nos autocollants et invitent les gens à aller voter sur le site, à aller rendre visite sur le site de la Ville également. La Ville, évidemment, a un apport à la roue importante. Si on n'avait pas le politique qui croit à un projet comme ça, on ne pourrait pas s'y rendre. Alors, merci beaucoup.
On voulait aussi rendre hommage aux travailleurs parce que Arvida a été bâti avec des gens, avec des travailleurs. Alors, le symbole du Club des ambassadeurs est une boîte à lunch remplie d'outils, remplie d'articles qui vont vous servir à promouvoir via vos tribunes respectives. Et puis, je serai là tout au cours de votre route, tout autour de votre parcours si vous avez besoin. C'est ce qui complète cette première partie de l'émission. Les prochaines minutes seront consacrées à Hydro-Jonquière qui célèbre en 2014 ses 100 ans d'existence. Des activités sont d'ailleurs organisées pour souligner l'événement et l'une d'elles est un concours où vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur le site Internet de la Ville. Vous courez ainsi la chance de vous mériter des billets pour visiter une centrale hydroélectrique et vous avez jusqu'au dimanche 31 août pour vous inscrire. Je vous invite maintenant à remonter le temps avec des témoignages de retraités et d'employés d'Hydro-Jonquière qui nous racontent leur parcours au sein de l'entreprise. D'abord, celui d'un ancien opérateur à la centrale hydroélectrique de Jonquière dans les années 40, M. Jean-Louis Corneau. Il a bien voulu nous accueillir chez lui, en compagnie de sa conjointe, de beaux souvenirs qu'il a partagés avec nous. Moi, je suis né dans la rue Saint-Thomé. Nous autres, on avait 6-16 enfants, 6 frères et sœurs. C'était une grande famille. D'ailleurs, mon père travaillait au département électrique, puis il travaillait toute sa vie au département électrique. Après mon cours de l'Académie Saint-Michel, j'ai fait ma 9e année là, puis après ça, j'ai rentré au département électrique. J'ai suivi des cours au département à l'École technique d'Arvida, 1 an, pour m'aider. Ça m'a aidé beaucoup. Je savais ce que c'était 1 kilowatt, puis... Vous avez travaillé combien d'années pour 42 ans. Et vous êtes entré en quelle année? Vous avez commencé En 42. Quand je suis entré, on avait encore... il y avait le père Gauthier, puis M. Larouche, des personnes âgées. Ils étaient sur le bord de prendre leur retraite, eux autres. Il avait 65 ans. La première année, je suis entré au département électrique. Puis j'avais commencé à clamer, monter dans les poteaux, mais j'aimais pas ça. J'aimais pas les éperons qu'on appelle, là. Pour monter, je n'avais pas le tour. Okay. Fait que mon boss, M. Barrette, il était smart pour moi. Il dit là, on a un vieil opérateur qui s'en va. Si tu veux aller au Dynamo comme opérateur, on va t'envoyer là. Quand je suis descendu au Dynamo, ben là, M. Barrette m'a mis premier opérateur. C'est moi qui décidais tout. Au département électrique, j'ai été 2 ans. 2 ans. Oui, après ça, ils m'ont transféré au Dynamo. On était tous des chums ensemble, on s'en donnait bien, et on était à 4 opérateurs. Fait 4 personnes, il ne faut pas commencer à se chicaner, là, hein? C'est ça. Fait qu'on s'entendait bien toute la gang. On générait le maximum possible, puis si l'eau baissait toute, ben on baissait la charge pour faire monter l'eau un peu. Mais il fallait pas trop la couper parce qu'on était là pour produire des kilowatts pour que ça coûte moins cher pour la ville. Si on avait besoin de couper à pointe, ben on montait la génération au bout. Puis quand on avait un débit d'eau normal, le bassin il baissait vite, puis là. Fait que bien souvent, on s'en montait 3-4 pieds plus bas. Fait que pour la fin de la journée, avant de partir, il fallait faire monter le niveau d'eau. Parce que la pelle automatique, elle marchait automatiquement, elle. Fait qu'il fallait essayer de mettre le niveau au normal pour que la pelle automatique marche le moins possible. Tous les heures, on marquait la charge qu'on générait. 1000 kW, 2000 kW, 3000 kW. On marquait tout ça. Les génératrices, ils renaient, eux autres. Mais les grilles, là, il fallait les nettoyer. On avait une grande gratte avec un manche, là, puis on grattait les grilles pour que l'eau passe le plus facilement possible. Un opérateur par chiffre. Ouais. Le pire, c'est quand il fallait nettoyer la 600, elle, quand elle générait au bout les grilles en haut, là, quand ils salissaient, ça tirait. Là, quand on avait une grande gratte
avec un manche, puis on grattait ça. Puis... Lorsque la génératrice numéro 2 tournait, là, c'était bruyant dans le dynamo. Oui, toujours 44 heures. Si bien souvent j'avais quelque chose à faire, mon gars, Thomas Louis de Chêne, c'est lui. Je l'appelais, tu voudrais-tu nous remplacer? J'ai quelque chose à faire. Fait que lui nous remplaçait, il faisait mon chiffre. Puis plus tard, j'y rendais son chiffre, le chiffre qu'il m'avait donné. On s'aidait de même, là. Ben, il y avait le département électrique, l'autre, le bureau, il était en bas de l'hôtel de ville de Jonquière. Le bureau était là. Nous autres, on générait avec les presses. On était en parallèle avec les presses, nous autres. Presse bandeur de Konagami. Puis là, il fallait qu'il coupe le courant de la ligne de presse. Il fallait que je prenne la charge. Là, ça m'a fatigué, ça. Je me demandais si j'allais être capable de prendre la charge au complet. Parce que si je n'avais pas pris la charge, il aurait fallu que je ferme tout, puis il n'y aurait plus eu d'électricité dans la ville. Ça fait que quand M. Borel était en bas, toute la gang était en bas. Là, j'étais au tableau, puis... Fait que M. Borel téléphonait au département électrique s'il était prêt qu'on prenne la charge. Fait que là, il m'a dit, M. Borel me dit, Jean-Louis, embarque. Là, j'ai embarqué, c'est quand j'ai regardé au tabarouette. J'avais pris toute la charge de la ville, rien qu'avec le dynamo. Il était fier de moi. J'étais nerveux certain. Il me demandait si j'allais prendre la charge. Je n'avais pas pris la charge, il a fallu que je ferme tout. Puis ça a fonctionné. J'ai pris la charge à peu près 1 heure et demie. Parce que les départements électriques, il fallait qu'ils travaillent des poteaux. Il fallait couper la charge pour ça, le haut voltage. J'avais réussi, j'étais content. C'était un beau souvenir, ça en est tout un, ça, cette affaire-là. Oh! La petite Marie, elle, elle avait pas c'était une roulette, là. Quand on voulait monter la charge, il fallait virer la roulette et faire passer le plus d'eau possible pour la faire générer au maximum, soit 600 kW. Elle c'était une 600 kW. On était bien traités, on avait un boss qui était smart pour nous autres, puis il nous aidait énormément. M. Borel, c'était de l'or en bord, lui. D'ailleurs, après ça, moi, je faisais la chasse l'automne. Lui, il n'avait jamais été dans le bois, puis là, il voulait commencer à aller dans le bois. Puis il venait à la chasse avec moi, je faisais ma ronde de collet, puis il s'était acheté un fusil. Puis je me rappelle la première fois qu'il a tiré une padrille. Alors, il était fier, c'était sa première padrille, tu vois, puis il avait 60 ans. Comme opérateur, j'ai fait une belle vie. J'aimais ça. J'étais fier de générer des kilowatts, puis ah ouais. Il faut toujours être attaché à notre ouvrage qu'on fait. Parce que quand tu travailles pour que la ville fasse de l'argent, c'est toujours plus intéressant pour quelqu'un. Quelqu'un qui est intéressé. Si t'es pas intéressé, là, va pas là. Faut que tu sois intéressé. Merci beaucoup, M. Cormier. Ça me fait plaisir. Merci. Toujours dans le cadre des 100 ans d'Hydro-Jonquière, nous vous présentons maintenant un autre témoignage, celui de M. Alain Lavoie, qui a été dessinateur de plans pour le réseau hydroélectrique, puis contremaître. M. Lavoie nous raconte comment son aventure a débuté à la ville de Jonquière en 1977. Je suis rentré à la ville de Jonquière en 1977, où j'étais dessinateur. J'étais dessinateur en électricité de 1977 à 1989. Ensuite de ça, en 89, je suis rentré comme contremaître à Hydro-Jonquière, aller jusqu'en 2009. Ça s'appelait le département d'électricité. Avant la fusion, le département d'électricité, l'électricité au niveau de régional, c'était toutes les villes qui avaient le département. Jonquière avait son département d'électricité, Kenogami avait son département d'électricité avant la fusion de 1975 qu'on parle. Arvida, c'était toujours l'Alcan qui fournissait l'électricité à ce niveau-là. Ça fait qu'à la fusion de 1975, le département d'électricité de Ville de Jonquière, de Cité de Jonquière dans ce temps-là, puis le département d'électricité de Cité de Kenogami ont fusionné pour donner ce qui était le département d'électricité de Ville de Jonquière.
aller jusqu'en 2002, où ça a changé pour l'Hydro-Jonquière, à partir de la fusion de Ville de Saguenay, si vous voulez. J'étais à la recherche d'emploi, je sortais du cégep de Jonquière à ce moment-là. J'étais à la recherche d'emploi. J'ai passé en avant de l'hôtel de ville, j'ai dit quand on va aller faire application là. Puis, fait du hasard, il cherchait des dessinateurs en électricité à ce moment-là, il en cherchait 2. Alors, j'ai passé une entrevue, je suis descendu voir le contremaître du temps qui était Dominique Bilodeau. J'ai passé une entrevue, puis j'ai eu l'emploi. On était 2, Alain Simard et moi-même, qui étaient dessinateurs. On sortait tous les 2 du cégep d'ailleurs. Ah oui? On se connaissait parce que lui était en fabrication mécanique, puis moi j'étais en mécanique du bâtiment. Puis il y avait beaucoup de cours qu'on suivait ensemble. Puis on faisait à peu près n'importe quoi. Des fois on était en salle de dessin, des fois on était au compteur, des fois on allait où ce que la demande était là. Puis en règle générale, on dessinait les plans, parce que là, la ville était en évolution à ce moment-là. On dessinait les plans, mais aussi, on allait piqueter les poteaux à la place où ce que les gars allaient les planter, puis bâtir la ligne. Fait qu'on dessinait tout ce coin-là. On faisait beaucoup de rénovation de réseau. Le quartier Saint-André, qui n'était pas ouvert à ce moment-là, qui a continué à évoluer, qui est rendu presque ça. Le quartier de la Petite-France, il n'existait pratiquement pas. En 89, quand je suis rentré contremaître, c'était pas contre-mis. Quand on prenait la garde, on changeait de maison. On s'en venait ici toute la fin de semaine. Parce qu'on sortait toutes les fins de semaine, il y avait des troubles toutes les fins de semaine. Aujourd'hui, les gardiens, ils passent des semaines sans avoir aucun trouble. Au niveau transformateur, c'est plus performant. Il y a l'avenue du polymère aussi, puis il y a ce qu'on appelle les parafoudres, là. Cette babelle-là qui sauve énormément de transformateurs en période d'orage. Avant, il y en avait en porcelaine, puis en porcelaine, à un moment donné, il y a eu une problématique, puis quand il éclatait, il brisait tout. Fait qu'ils ont enlevé la période. Hydro-Québec ont fait la même chose, puis ça vient d'Hydro-Québec finalement. Tous les anciens parafoudres en porcelaine ont été enlevés sur le réseau. Donc, ce qui a occasionné beaucoup de problèmes au niveau des orages parce qu'il était fragilisé, il n'était pas protégé par le parafoudre. Aujourd'hui, il n'y a pas un transformateur qui n'a pas son parafoudre. On peut parler du déluge. Quand on a perdu à la centrale, quand l'eau a passé par-dessus le barrage, il y avait un transformateur de puissance en bas qui alimentait tout le quartier qui était environnant, là. Puis ça nous prenait absolument un transformateur supplémentaire pour pouvoir redonner de l'électricité à ces gens-là. Et à Dany, entre autres, que j'avais dit, Dany, tu vas aller sur les terrains de l'Alcan, parce que l'Alcan, il y avait sur le boulevard du Royaume, ou en arrière de chez Achard, il y avait eux autres comme une station d'essai, puis on les avait prêté un transformateur de puissance. J'ai dit à Dany, j'ai dit, tu vas aller chercher le transformateur-là, avec une grue puis ces battentes-là, puis on va l'amener, puis on va rebâtir une sous-station, mais en haut, pas sur le bord de la rivière, si tu veux, pour pouvoir réalimenter ces gens-là. Fait que quand Dany est arrivé sur les lieux, la clôture était barrée. Puis Dany m'appelle, il dit, c'est barré, on est capable de trouver quelqu'un à l'Alcan? L'Alcan, oublie ça, là, il n'y a pas personne, tout le monde est en déluge, tout le monde. J'ai dit, prends ta clé de passe-partout de 4 pieds. Avec mon patron, Claude Bouchard, ils ont donc bien des gros cadenas. Et il n'a pas pensé pantoute. J'ai dit, ce que je voulais dire, c'est coupe la chaîne, je ramasse le transfo, puis viens-t'en. Il y avait une urgence. Il y avait une urgence, là, puis lui, là, il est resté jamais sur la clé. Il voyait une clé de 4 pieds, là, puis ça se peut pas, là. C'est des petites choses, des anecdotes de même, mais entre autres, au déluge, une fois qu'on a réussi à rétablir le courant, Claude Bouchard et moi-même, qui est le directeur du service, on est parti et on a fait le réseau complet, du dernier poteau du coin de Saint-André, aller au dernier poteau du côté du lac Kenogami. Puis une fois qu'on était là, puis on a vu que toute la ville était alimentée, puis tout le monde avait du courant, on dit, nous autres, à cette heure, on va se coucher. On a fait notre job. Mission accomplie. Mission accomplie. Parti. Les gens, que ce soit les monteurs, que ce soit les contremaîtres, que ce soit les techniciens, c'est un petit réseau, donc on le connaît par cœur. Ça fait que c'est beaucoup plus facile de travailler, puis c'est beaucoup plus facile, puis vite d'intervenir dans un coin parce qu'on sait déjà d'avance, on connaît. Claude Bouchard va vous dire, le réseau est tellement petit que les poteaux ont des noms. Puis c'est vrai. Des fois, on se fait réveiller en pleine nuit, puis les gars disent, bon, ben, il y a le problème, je suis là, il s'est coupé à telle place. Excusez l'expression, mais pas ce fichu de poteau-là, parce qu'on les visualise. On sait lequel casser d'avance. Ou on se fait réveiller parce que les pompiers, il faut qu'ils coupent le courant.
Là, tu dis au gars, je ne me rappelle pas du numéro du point de coupure, mais tu t'en vas à tel endroit, disons Saint-Hubert, au niveau de la traque, du côté gauche en montant, tu ouvres les 3 coupes-circuits de là, puis je m'en viens. C'est des affaires aussi... Puis les gars sont aussi conscients que nous autres du réseau parce qu'ils connaissent autant que nous autres, puis même des fois plus parce que les autres, ils l'approchent de jour en jour et ils vont travailler au fil régulièrement. Moi, je les vois régulièrement. D'ailleurs, je suis revenu travailler avec eux autres l'année dernière. Ils ont eu un besoin. Ça fait que Claude m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main. J'ai dit oui, je vais revenir te donner un coup de main, il n'y a aucun problème. J'étais supposé être ici 4 mois, puis je l'ai été presque 7. C'était 6 mois et 3 semaines exactement. Il faut laisser place à la relève à un moment donné, mais de toute façon, je les rencontre assez régulièrement. Puis on reste attaché au réseau. Ça fait que à partir du moment, à un moment donné, ils vont faire des travaux, puis on va le voir tout de suite, on le voit tout de suite. Et François Séguin, qui était mon ancien compagnon de travail, qui reste au Lac-Saint-Jean présentement, puis quand il descend à Jonquière, il prend soin de regarder le réseau poteau par poteau. D'ailleurs, c'était l'habitude qu'on a, on conduit puis on voit la tête des poteaux en s'en allant, même si on conduit. C'est une déformation professionnelle. Et comme dernier témoignage, nous avons rencontré un jeune monteur de ligne, Nicolas Compartino, dont la passion pour ce métier remonte à son plus jeune âge. Il a suivi les traces de son père. Ça a commencé assez jeune, au primaire. Puis moi, je suis habitué. Mon père, c'était un monteur de ligne. La famille, monteur de ligne. Puis je voyais tout le temps des camions dans la cour là, parqués. Puis moi, j'ai toujours été impressionné par ça. Fait que c'était comme... C'était un peu comme je sais pas, un rêve de vouloir faire ça, là. Un peu comme ça, je voulais faire comme ton père et tout. Puis au fil des années, c'est ça, j'ai suivi mon cours là-dedans. Je n'ai pas travaillé tout de suite là-dedans, j'ai pas eu la chance de me placer. Puis c'est ça. Puis un moment donné, j'ai appliqué à Ville-Saguenay, j'ai été chanceux, ils m'ont pris. Depuis 8 ans, ça a fait 8 ans le 2 mai. C'est un métier, oui, qui est assez à risque. Mais comment je pourrais dire ça? Si on le fait comme il faut, c'est un métier qui peut se faire comme tout autre métier, mais c'est un métier qui est peut-être plus à risque pareil. En général, c'est ça, là, on ne sait jamais le matin, à moins qu'on commence des gros travaux, qu'on sait qu'on a pour plusieurs temps à même endroit. Ils gardent les mêmes équipes, on va aller tout le temps au même endroit, mais sinon, on commence une job et bien souvent, on peut être demandé d'aller à un autre poste, même dans la même journée. Là. On peut commencer une place, puis dans l'après-midi, on change de place, puis on est assujetti à changer souvent. Là. À part les urgences qu'on peut décoller. Si on peut avoir une urgence, on arrête les travaux, puis on décolle pour la panne. Les deux toujours par camion, des fois 3, ça dépend. Mais en général, on est 2, puis tout dépendamment du gars qui monte. Là. Des fois, nous autres, on marche une semaine, c'est un, une semaine, c'est l'autre. Mais mettons, moi, c'est ma semaine que je monte, bien, je vais monter, si j'ai allé en haut, au panier, ou bien ça peut être à l'éperon aussi. Quand c'est pas accessible, on va à l'éperon. Arrière-l'eau qu'on appelle. Là. Le fil, c'est du 14 000 ou tout dépendamment d'où on est dans les secteurs, ça peut être du 2300 ou du 17.2. Mais c'est ça, on a travaillé Vivitechnique qui appelle. Quand on fait un transfert, on a à jouer là-dessus. Là. On détache ça avec des baguettes, puis on travaille l'équipement isolé sur nos camions. On travaille sur le courant. On le fait sur le courant. On le fait sous tension. Quand on fait du Vivitechnique, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on fait du travail sous tension, fait qu'on ne fait pas de coupure. Fait qu'on transfère un fil, mais sous tension. Fait que là, on a de l'équipement assujetti pour ça. On a des baguettes isolées, on a des fils isolés, on a des couvre-fils, je veux dire. Puis notre camion, le baume des camions sont isolés pour ça. Le camion est fait isolé pour travailler là-dessus. Fait que on peut faire ça au camion ou encore, comme je disais, à Riolo ou à l'éperon aussi. On a de l'équipement pour ça. On fait de la nacelle, on fait, comme je dis, l'éperon. On a le camion intérieur qu'on a pour creuser, pour planter des poteaux. On a joué aussi, nous forme pour qu'on apprenne à opérer ce type de camion-là. On peut faire de l'éclairage de rue, qu'ils appellent, là-dedans. Après ça, on peut faire de l'amordage. Nos camions sont équipés pour faire de l'amordage aussi. Quand on dit amordage, c'est l'entretien du réseau. Toutes les arbres qui poussent dans le réseau, bien, on fait du nettoyage, qu'ils appellent, pour sécuriser le réseau pour l'entretien. On a vécu un petit verglas qu'on a, peut-être, je ne me rappelle plus combien d'années, 2-3 ans. Là. Okay. Ça, j'ai vécu ça, on a fait 16 ou 20 heures. Là. Ça, c'était quand même assez impressionnant comme expérience de travail. On n'avait plus de courant nulle part à la ville, puis toutes les équipes étaient mobilisées. C'était intéressant. Ça, c'était ma première grosse expérience. Puis j'étais bien entouré. Je commençais aussi, mais on apprend toujours dans ces situations-là aussi. Ouais. Ça, c'est des situations qui sortent un peu de l'ordinaire. Fait que c'est d'autres choses qu'on va voir. T'es jamais sur le même problème. Fait que tu apprends, t'as pas le choix. Tu es dans le feu de l'action, qu'on dit. Par rapport à ce qu'il faisait, c'est sûr que mon père, quand il a commencé, les autres, il n'y avait pas d'équipement comme ça. C'est beaucoup plus à bras, qu'on appelle, à l'éperon. Comme je vous ai expliqué, l'équipement n'était pas aussi sophistiqué.
Fait que c'était beaucoup plus physiquement demandant. Puis les techniques étaient moins sécuritaires qu'aujourd'hui. Puis il y a eu beaucoup plus de décès et d'accidents qu'aujourd'hui. Mais t'écoutais ça parler, puis c'était du travail, comme on dit, un peu comme dans le temps, les anciens travailleurs. C'était plus à la dure que j'appelle. Là. Mais c'était intéressant d'écouter les changements qu'il y a eu dans l'équipement. On est fiers de notre métier, on aime ce qu'on fait. Puis les gens, bien, c'est sûr que les autres bien souvent sont assez impressionnés de ce qu'on peut faire. Là. Des fois, on fait un job, puis les autres, ils trouvent ça bien impressionnant. Des fois, comme les fins de semaine, quand on est de garde, on voit des pannes, puis on va arranger les pannes, puis on fait ça quand même assez rapidement, côté service. Puis le monde apprécie ça beaucoup. Là. Je me trouve chanceux d'être rentré ici à Ville-Saguenay pour Hydro-Jonquière, puis j'ai encore des bonnes années en avant de moi. Puis on a une belle équipe, c'est le fun. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Un gros merci à tous nos invités d'avoir bien voulu nous livrer ces témoignages dans le cadre des 100 ans d'Hydro-Jonquière. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent participer au concours, allez sur le site Internet de la Ville pour vous inscrire. Et si vous désirez revoir cette émission, vous pouvez le faire en vous rendant toujours sur le site Internet de la Ville dans la section vidéo « Émission longue durée ». Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Cette semaine, à Ville en action, le Club des ambassadeurs d'Arvida et les 100 ans d'Hydro-Jonquière. 2 événements où l'on souligne l'apport de citoyens au sein de leur communauté, notamment par le biais de témoignages. Soyez donc aux premières loges de l'actualité municipale. Ville en action, tous les jours de la semaine.